sperme serait la seule semence admise. En freestyle complet dans ces vidéos, moi. Je range mon bureau numéro 59. Une petite vidéo un peu rapide pour tenter de continuer d'apurer la pile de livres qui se sont accumulés ces dernières semaines. Et il y a notamment parmi les livres que je dois ranger, des livres qui m'ont servi pour les derniers épisodes des 29 contemporaines. Alors je ne suis pas dans mon bureau, comme vous le voyez, je suis en fait dans la chambre de mon fils cadet, pour la simple et bonne raison que le bureau bibliothèque est utilisé bien pour tout ce qui est cours à distance, continuité pédagogique, et donc en quelque sorte on échange. Il prend mon ordinateur, mon bureau, et moi j'emprunte sa chambre. Il y a donc les livres liés à la série des 29 contemporaines, et pour rappel, il y a Les Épopopoémémées de Sanda Boyka, Marie-Fleur Albecker, dont j'ai déjà parlé dans plusieurs vidéos depuis 2 ans, Marie-Laure Zos et Sylvie Tossig. Voilà, ça c'était juste pour rappel. Ensuite, je veux absolument consacrer une partie non négligeable de cette vidéo à une écrivaine contemporaine britannique dont j'ai déjà parlé à plusieurs reprises, Bernardine Evaristo. Et la raison en est que j'ai lu un de ses romans les plus récents, alors pas le plus récent, le tout dernier, j'en ai parlé, Girl, Woman, Other, j'en ai parlé lors d'une vidéo plus récente, je ne sais plus si c'était en janvier, peut-être, il faudrait rechercher. J'essaierai même de mettre le lien si j'y pense, sinon vous me le réclamez. Et donc ici c'est Blonde Roots, et Blonde Roots c'est un texte de 2008, voilà, c'est pas si récent que ça. Et j'ai été un petit peu déçu, alors c'est très bien écrit, c'est très malin. Bernardine Evaristo imagine que tout l'esclavage puis la colonisation se sont faits à l'envers du point de vue des continents. Et donc il y a un pays qui n'est pas nommé sous un nom réel, mais dans lequel on reconnaît très probablement le Nigeria, qui se trouve en fait à l'état de superpuissance dans laquelle sont employés des esclaves. Et ces esclaves européens, une esclave en l'occurrence anglaise, qui essaie de s'échapper et s'échappe, d'où le titre Blonde Roots. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est très malin, mais j'ai trouvé ça finalement un tout petit peu, comment dire, conformiste, c'est peut-être pas le terme, mais un petit peu plus attendu, un petit peu plus mainstream que ces deux grands livres que sont, selon moi, Lara et The Emperor's Babe. Alors que j'ai relu pour l'occasion, parce que je les connaissais et je les avais lus en bibliothèque, mais je ne les avais pas et donc ils m'ont été offerts pour Noël, et c'était une super idée parce que vraiment c'est très important sur mes étagères. Voilà, c'est vraiment ses premiers livres. Lara 1997, The Emperor's Babe 2001, je vérifiais les dates. Donc ça fait partie vraiment des tout premiers textes de Bernardine Evaristo, et je trouve finalement qu'au cours des 20 années qui ont suivi, je ne dis pas que ça s'appauvrit ou que ça s'affadit, mais en fait il y a une forme de normalisation dans les formes d'écriture. Une des raisons en est que Lara et The Emperor's Babe appartiennent à un genre assez rare finalement, qui est le genre du roman en vers. Alors ce sont des romans écrits en vers, alors en vers qui suivent les règles de la versification anglaise, c'est-à-dire que ça n'est pas nécessairement rimé, mais il s'agit de métriques et de formes métriques extrêmement calibrées, à travers lesquelles, dans les deux cas, Bernardine Evaristo raconte une histoire très particulière. Dans le cas de Lara, il s'agit d'un roman semi-autobiographique, comme d'ailleurs la photo de couverture de cette édition le montre, avec une image d'archive de la famille de l'autrice. Il s'agit d'un roman semi-autobiographique. Pourquoi? Parce que dans Lara, Bernardine Evaristo remonte un peu le fil du temps, de l'enfance et de la jeunesse de quelqu'un qui lui ressemble beaucoup dans les années 60-70 en Angleterre, pour remonter à la jeunesse de ses propres parents, et notamment de son... J'allais dire notamment, non c'est pas vrai, elle équilibre entre son père qui est nigérian et la mère de la Lara autofictionnelle, qui elle était anglaise, et elle remonte un petit peu sur plusieurs générations jusqu'au 19e siècle, et jusqu'à l'itinéraire qui fait que elle se retrouve, Lara se retrouve être le produit de cette union entre un Nigérian et une anglaise. Donc voilà, il y a tout ça qui est un peu la trame. Et dans The Emperor's Babe, là pour le coup c'est un roman en vers aussi, mais qui prend un
point de départ historique ou historicisant, qui est le fait que l'empereur Septime Sévère, à Londres, au début du IIIe siècle de notre ère, s'amourache et même devient fortement amoureux de celle qui devient The Emperor's Babe, qui est une Nubienne. Et donc le roman en vers suit un petit peu tous les contours de cette histoire-là, de la mentalité un petit peu de cette Zuleika, voilà, j'oublie tout le temps comment elle s'appelle, et c'est vraiment très très beau. Alors je vais lire un extrait de chacun de ces 3 livres. Et pour commencer, allez, non, je vais faire dans l'ordre chronologique. Lara, 1997. Je vais lire un extrait du milieu. Une page. Sachant que ça se compose à chaque fois de poèmes qui tiennent sur une page, de fragments poétiques qui sont des fragments narratifs qui tiennent sur une page. His hairy tentacles grope under a silver Urex halter, squeeze her bottom, unbutton black satin hipsters. His fish salives the mouth as the 2 protagonists, under the spotlight of a lonely alley lamp, squirm, gulp, and hum to the grinding of their damp, bony groins. Slinking off the high street, the alley worms into darkness. Lara, distracted lookout, lone silhouette, still a bird watcher, can't blink or breathe, the peep show reels on bluer. Daniel unleashes his eel, bags it, thrusts urgently into Susie's wriggling crotch as her legs grab his hips. He humps harder, quicker, until all gnashing teeth he foams off, then collapses a gasping, gnarling grunt. Not sure whether to applaud or scuttle sidewards, Lara turns her back. Here, wipe yourself. He hands Susie some Kleenex. I fancy some chips. Do you want some? Okay, oh my god, Lara, I forgot. She goes to call, but he grabs her arm. You never said she was an eggnog. Don't bring her again. I'll go to the disco alone. I'm not walking in with that. It's bloody embarrassing. 4 girls' brogues hurry silently up Eltham's High Street. Susie feels words swell and subside without surfacing. Excited at her first disco, Lara, hungry for chat, chirps. What's up, Doc? Dan's a real hunk, you know. Donc voilà, il y a tout ce... J'ai choisi un passage qui est d'abord très fortement sexualisé, qui thématise la question raciste, racialiste et raciste, dans l'Angleterre des années 60-70, comme un autre livre d'ailleurs que je suis en train de lire de Carol Phillips, celui-là. Et ça thématise aussi, où ça reprend le matériau du Bildungsroman, du fait de l'adolescence, du fait de se former, du roman de formation, mais dans un contexte, on va dire, géopolitique et géopsychologique, presque, j'ai envie de dire, mais aussi formel, qui est celui du roman en vers. Un extrait de The Emperor's Babe, que je préfère, je crois encore, c'est vraiment... Voilà, s'il y a vraiment un livre de Bernard Evaristo par lequel il faut commencer, c'est The Emperor's Babe. Le début de la section 6, ça s'appelle Post-Coital Colloquium. We exist only in the reflection of others. I was suddenly feeling very enlightened, deep, and desperate to impress. His lips puckered into a naturally childish pout, reddish-brown, moist, within kissable reach of mine, and equally as fleshy. Long lashes, curly as newborns, were at odds with a forehead fronting a skull of smoothed rock. 2 vertical thinking lines crossed his frowning horizontal ones, and if thoughts were things, they would be stormed waves, not outside, but crashing inside the cliff face. I ran, a finger down his bristly cheek. This was as real as it got. I just shagged the bleeding emperor. I wanted to scream out of the window, do a frenzied dance, in honor of Venus, glorious queen of love. Not the glitzy glamour queen, but oh, if she could see me now. Venus, who sprang from the foam of the sea as you do, who was forced to marry Vulcan, who had finally cast her spell on me. After all these years I had discovered, amore nil mollius, nil violentius, nothing is tamer or wilder than love. Iowa, this is how we know ourselves, he replied, and I realized that each word he offered the world was coated in
certainty. Yes or no was the language of my leader. Ça continue, hein, voilà, donc là c'est entièrement constitué de distiques qui sont principalement pentamétriques. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de la formation, de la versification en quelque sorte. C'est vraiment très très beau. Petite parenthèse, mais c'est quelque chose que j'ai déjà eu l'occasion de dire, il y a beaucoup de livres dont je parle qui ne sont pas traduits, en français en tout cas, et c'est le cas des livres de Bernardin Evaristo. Alors peut-être que le dernier l'est ou va l'être, ou sera bientôt publié, parce qu'il a quand même obtenu le Booker Prize, mais sinon elle n'est pas du tout dans les radars de l'édition française, si je peux risquer cette métaphore qui généralement m'agace quand ce sont les autres qui l'emploient. Je vous termine en lisant un extrait de Blonde Roots. A warm, light-fingered mist seduced me into morning. The ship was swaying from side to side, so we must have moored for the night. The rainforest loomed in front of me, a high wall of vegetation. My mattress had molded to the fetal curve of my shape. I stretched out, wriggling my toes, raising my arms above my head, feeling the rocks of my vertebrae pull away from each other. I rotated my head from side to side to ease away the crooks. I yawned loudly just for the pleasure of it. I felt so light-hearted, so youthful, so full of hope. Morning dew brought out the smell of fish embedded in the sacks. What was for breakfast, I wondered? Boiled yam, boiled cassava. Soon it would be porridge. Large flakes, creamy milk, sweetened with honey. Rolling over, I climbed to my feet and strolled to the riverside of the ship, to breathe in the quietude, to bathe my face in the moisturizing mist, to overhear the unintelligible conversation of birds, to gaze upon the watercolor Thames, which now seemed so beautiful, draped in its gazy bridal veil. Yellow-billed storks waded through the rushes. A wadi fell into the river, a gaggle of white swans paddling down it. That day, the Thames would carry me downstream until it pulled me far away from Great Ambossa. Vous l'avez compris, j'espère, c'est l'arrivée sur la Tamise. Donc après s'être enfuie, elle redécouvre la Tamise qui va l'amener encore plus loin en aval et l'éloigner plus que jamais du lieu de l'esclavage, de Great Ambossa, qui est donc ce Nigeria fictionnel d'une sorte d'Uchronie. J'ai dit dystopie, c'est pas vraiment une dystopie, c'est une Uchronie, puisque c'est un peu l'inverse de ce qui s'est passé dans la réalité historique, à savoir que c'est en quelque sorte l'Afrique qui a esclavagisé et colonisé le reste du monde. Et donc ça n'est pas sans poser évidemment des questions idéologiques aussi, comme évidemment souvent le genre de l'Uchronie. Voilà, c'était Bernardin Evaristo, il fallait quand même que j'en parle un peu en détail, c'est 3 livres vraiment importants. On va attaquer les livres en français, il y en a plein, donc je risque de ne pas faire le tour aujourd'hui. Nathalie Yot ou Yo, je ne sais pas comment il faut dire, Le Nord du Monde, c'est aux éditions de la Contralée, c'est un livre qui est paru en 2018 et dans lequel une narratrice s'échappe, s'enfuit de sa situation, plaque tout, suite à une situation extrêmement traumatisante avec son compagnon. Elle s'enfuit et dans cette fuite, elle rêve d'aller au nord, d'où le titre Le Nord du Monde. Et donc elle marche ou elle prend des trains et elle s'arrête dans un certain nombre de lieux. Elle s'arrête un bon moment en Belgique, puis elle s'arrête un bon moment aussi dans les Pays-Bas, avant de rejoindre la Norvège et même le cercle polaire arctique où se passe toute la deuxième partie du livre. Et en route, justement, avec des Polonais d'Amsterdam, avec qui elle reste un certain temps, elle se retrouve à adopter un enfant polonais de 8 ans dont l'origine est un peu mystérieuse et qui est de toute évidence un orphelin. Comme elle a commencé à apprendre le polonais et comme elle lui apprend le français, ils finissent par communiquer. En fait, elle s'éprend très fortement de cet enfant. Elle l'adopte, pas officiellement bien sûr, puisqu'elle est plus ou moins toujours aux marges de la légalité, mais enfin, elle l'adopte, voilà, au moins symboliquement, et elle lui sert de mère, elle s'occupe de lui, elle l'emporte, espèce d'errance vers le nord. Et ce qui est intéressant, c'est de dire, mais elle l'adopte pas totalement comme une mère, et c'est là qu'on touche le point un peu sensible du livre.
mais aussi ce qui en fait sa singularité, ce qui fait que ça échappe au côté peut-être un petit peu, comment dire, fleur bleue, ou romantique avec les guillemets, qu'aurait eu ce type d'intrigue, c'est que elle est en fait amoureuse de cet enfant, et donc c'est un personnage qui n'est pas sans des ambiguïtés, oui, pédophile, on va le dire comme ça. Donc c'est ça qui est très dérangeant quand on lit le livre, parce qu'en plus on ne le voit pas vraiment venir. C'est ça qui est très dérangeant, et c'est ça qui aussi fait la singularité du livre. Donc ça veut dire que c'est un... Et ça se termine de manière extrêmement abrupte en plus, hein, puisque après un chapitre dans lequel, si mes souvenirs sont bons, elle est revenue en France, voilà, elle est revenue en France, elle est revenue chez sa mère, donc avec Isaac. Donc, on a une sorte d'ellipse totale avant le tout dernier chapitre, très court, le chapitre 20. Donc là, je spoil totalement, mais une autre fois, nous sommes assis sur les bancs de la cour d'assises de Nîmes, ville dans laquelle nous vivons depuis quelques années. Isaac porte plainte contre moi à cause de cette chose incompatible entre nous. Je vois ma mère très rassasiée, l'homme-chien et Rometveit rangés l'un à côté de l'autre. Je remarque qu'ils ne se ressemblent plus, ou bien ils ne se sont jamais ressemblés. Les autres, des gens bien que je ne connais pas. Le verdict va être prononcé dans quelques minutes. Isaac tremble comme le jour de notre rencontre à Tollstraat dans l'appartement des Polonais. C'est courir qu'il faudrait. Et ça se termine comme ça. Donc le lecteur est obligé d'accepter cette narratrice qui va vers le nord du monde, mais qui est aussi dans son monde. À savoir qu'elle nous impose, elle nous propose, parce que c'est là où la diffraction entre le point de vue de la narratrice et le texte lui-même, et donc sa réception par le lecteur, peut jouer son rôle. Elle nous propose plus qu'elle ne nous impose sa vision du monde, la manière dont elle justifie un peu ses actions, et dont elle présente comme totalement normal ou comme allant de soi, ce qui, de manière progressive, nous apparaît comme une proposition de vie singulière. Donc voilà, donc c'est un beau livre, enfin voilà, c'est un livre qui reste, je pense. Je vous ai un peu spoilé la fin, mais en fait je vous ai pas du tout spoilé tout ce qui se passe dedans, et ça n'est pas un roman d'aventure, donc on ne le lit pas nécessairement pour savoir comment ça se finit, enfin j'espère pas. Sinon, pour le coup, je voulais spoiler ou divulgacher. Donc ça, c'est le nord du monde. On continue avec le dernier livre d'Eugène Savitskaya. Eugène Savitskaya, c'est un écrivain que je ne lâche plus depuis maintenant 30 ans. Je l'ai découvert quand j'étais au lycée, et depuis, je crois que j'ai lu à peu près tout ce qu'il écrit, comme Chevillard d'ailleurs, dont il sera question après. Ils sont tous les deux publiés chez Minuit, mais ce sont des écrivains radicalement différents. Savitskaya, j'avais eu l'idée, où j'avais été orienté vers lui, parce qu'à l'époque où je lisais Hervé Guibert, j'étais allé vers Savitskaya. Donc j'ai déjà eu l'occasion, je sais, de présenter Savitskaya dans des traductions sans filet. Bien, donc là c'est Au pays des poules aux œufs d'or, donc un matériel mythique ou mythologique, et Savitskaya s'en empare pour se livrer à ses exercices d'écriture sur des matériaux imaginaires, comme il le fait toujours, avec quelque chose d'extrêmement intertextuel, plus que jamais peut-être, des réécritures, et des réécritures qui m'ont en grande partie échappé, parce que je ne suis pas très friand, moi, de contes populaires, de contes et légendes, et c'est peut-être le plus russe de ces livres. Ça fait très russe, j'y connais rien, peut-être que je dis des bêtises, mais j'ai l'impression que notamment dans le couple que forment la renarde et le héron, il doit y avoir des choses comme ça qui remontent peut-être des récits d'enfance, ou des contes pour enfants, ou des contes étiologiques des Russes. Enfin c'est juste comme ça, une hypothèse en passant. Et comme finalement le mieux c'est comme toujours de vous en lire un extrait, eh bien c'est ce que je fais. Page 106. Le grand palais se détacha lors d'une tempête, et tout l'appareil de ses murs fut acheminé ailleurs. Le vol du château fit grand bruit, même le pape se gratta l'oreille. On le retrouva à 2 verstes de la Volga, à la lisière de la plaine herbeuse et des derniers champs de blé, plantés dans une terre noire couvrant le district d'Astrakhan. Ainsi aura vécu le palais. Et quant au monarque, il devint éboueur de casernes, comme de juste. Et sa folie ne fit que croître. Il était sans cesse à la recherche de pièces d'or, des fameux tchernovets, valant 10 roubles or, que les sous-diables, pour se venger, lui faisaient miroiter partout.
Ainsi, il lui arrivait de plonger dans les fosses d'aisance où il en voyait briller des milliers. Il bavait et balbutiait. Si au lieu de 100 000 pièces, liquides comme ma très précieuse liqueur séminale, j'en trouvais 100 millions pesant chacune 100 pounds, je serais propriétaire des sources, des lacs et des rivières, toutes les plages et les criques seraient à moi, les forêts, les plaines, les champs, les vignes de Géorgie, les vergers d'Almaty, les petites filles, les petits garçons et les jeunes femmes les plus belles. Je serais propriétaire de la bouche, du cul, du ventre et des seins des femmes. J'émasculerai tous les hommes qui deviendraient mes serviteurs bénévoles. J'aurai des armées pour me protéger et me défendre. Mon sperme serait la seule semence admise. Je paierai des tueurs pour supprimer tous ceux qui ne pensent pas comme moi, tous ceux que je déteste. Et dans la merde, il se noya. Eugène Savitskaya. On continue avec ce livre d'Atik Raimi, Les porteurs d'eau, écrit en français comme tous les derniers livres d'Atik Raimi, et un roman qui alterne de manière systématique deux histoires différentes, celle d'un immigré afghan de très longue date qui vit en France et qui s'enfuit, où ça, aux Pays-Bas. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va vers Amsterdam. Tiens, c'est amusant parce qu'Amsterdam, c'est aussi très important dans le livre de Nathalie Yot dont je parlais tout à l'heure. Il va à Amsterdam chez sa maîtresse en essayant de tout plaquer, et ce récit alterne avec l'histoire d'un porteur d'eau qui est resté à Kaboul et qui essaie de survivre dans cette situation extrêmement compliquée de l'occupation grandissante et de Kaboul par les talibans. Et tout ça se passe en 2001, la semaine où les talibans ont détruit les fameux Bouddhas de Bamiyan. Et donc, Atik Raimi, il problématise toute cette question-là en montrant comment aussi il y a une forme d'ambiguïté, à savoir que finalement la communauté internationale s'est émue, s'est mobilisée, on a beaucoup médiatisé la destruction de ces deux Bouddhas de Bamiyan, mais finalement les êtres humains qu'il y avait derrière, finalement ne comptaient pas, ou comptaient moins, à savoir qu'on s'en émeuvait pas vraiment tant que ça. Ce que faisaient les talibans en matière de dictature, en matière d'épuration, n'intéressait pas grand monde, alors qu'à partir du moment où ils se sont attaqués à des œuvres d'art majeures, là c'est devenu un problème. Et donc Atik Raimi, il construit son roman autour de ça, à savoir que ça se passe au moment de la destruction des deux Bouddhas, mais ça raconte l'itinéraire de deux êtres humains différents, de deux hommes différents. Ça finit mal pour l'un comme pour l'autre, et si l'on en croit la dernière page du livre, ça se fonde sur des faits divers réels, et donc il a fondé ça sur l'histoire réelle lue d'un personnage, d'une personne, en l'occurrence d'un homme, à Kaboul, et sur un accident arrivé entre Amsterdam et Paris sur l'autoroute A27. Voilà, et donc tout le roman alterne entre les deux, et alterne aussi entre la deuxième personne, entre le pronom de deuxième personne et le pronom de troisième personne, c'est-à-dire qu'il y a des récits, tout ce qui concerne Tom, tout ce qui concerne l'Afghan émigré qui se rend à Amsterdam, c'est raconté à la deuxième personne du singulier. Alors que les chapitres consacrés aux porteurs d'eau à Kaboul sont à la troisième personne. Voilà. Donc ça c'est pour la structure, donc ça alterne entre Youssef et Tom de manière systématique. Et comme souvent avec Atik Raimi, il y a une écriture qui est à la fois très sobre et très belle. Moi, je reste plus convaincu par ses tout premiers livres, ceux qui sont traduits de l'afghan. Je suis peut-être moins convaincu par ceux qu'il écrit directement en français. Son livre le plus beau pour moi, c'est Les 1000 maisons du rêve et de la terreur, qui est son second livre, publié il y a déjà un moment, que j'avais lu à l'époque. Ça doit faire pas loin de 20 ans, et c'était chez POL aussi. Bon, je vais lire un extrait. Il s'agit de Tom. Un long moment étrange, aussi étrange que le tableau, que la nudité de Nouria dans l'atelier. Comme elle, tu t'es laissé pénétrer par l'œuvre. Dans son décor sombre, presque sans arrière-plan, où tout baignait dans les teintes ocre-brun virant au noir. Au fond, tu distinguais une étagère à peine visible, comme les tiroirs secrets d'une femme. Il y avait aussi une masse d'étoffes somptueuses, sans doute les habits de Bethzabée. D'après les recherches de Nouria, cette masse
était peinte de telle sorte qu'elle ressemblait au masque des morts, pour annoncer symboliquement le sort d'Urié, l'époux de Bethzabée, que le roi David avait envoyé à la guerre. En fait, le monarque était épris de cette belle créature qu'il avait vue au bain. D'autres pensaient que cette figure textile suggérait la vanité chère au peintre. Et tant d'autres interprétations que tu as oubliées. De cette contemplation, tu n'as gardé que des détails voluptueux, comme le tissu qui couvrait le sofa sur lequel était assise Bethzabée, et grâce auquel le peintre soulignait la lascivité du corps féminin. Aussi lumineux que la peau de la femme, les plis de l'étoffe, comme sa texture, comme sa couleur, dégageaient une sensualité vertigineuse et charnelle. Perdu dans ses ondulations, tu y voyais une forme discrète de lèvres turgescentes ou celle d'une vulve épanouie de désir. Tu soupçonnais le peintre d'avoir voulu incarner tout l'érotisme du corps dans l'étoffe. Ce corps nu de Bethzabée qui transcendait les perfections, ce corps doré qui n'avait nul besoin d'être éclairé par l'extérieur, car lui-même diffusait une lumière intérieure, intime, une beauté de nymphe, dont la chair était illuminée par la promesse d'une grossesse future, celle qui engendrerait le roi Salomon, ancêtre de la Vierge Marie, selon une légende. Un souvenir du futur. Tu le retrouvais aussi dans cette œuvre, mais seulement l'idée et rien d'autre. Pas de sentiment de déjà-vu, comme devant le tableau de la reproduction interdite. Donc c'est un chapitre, je ne vous l'avais pas présenté ou annoncé, qui est une ekphrasis et qui fait un peu l'aller-retour entre Rembrandt et l'art contemporain. Et puis c'est évidemment raconté par le prisme subjectif d'un personnage, et ça dit bien beaucoup de choses aussi sur la perception du corps, sur la perception de l'amour aussi du personnage, comme une sorte un peu d'enclave au sein un peu de la tragédie qui se déroule en dehors. Donc c'est de ce point de vue-là aussi le roman est assez réussi, la manière dont ça croise, où ça fait des échos entre l'individu et la communauté, et la grande histoire et la petite histoire. Bien, Atiq Raimi, Les Porteurs d'eau. Ananda Devi, le dernier recueil d'Ananda Devi, c'est quelqu'un dont je parle souvent, c'est une écrivaine dont je parle souvent, et comme j'en ai parlé dans la première des 29 contemporaines, je vous renvoie à cette vidéo, je ne vais pas en parler plus, c'est simplement son tout dernier recueil, il vient juste de paraître aux éditions Bruno Doucet, 2020, voilà. Et il y a 2 poèmes, Danser sur tes braises et 6 décennies, et Danser sur tes braises, c'est un poème qui est principalement consacré à sa mère et au souvenir aussi le corps de sa mère, et 6 décennies, c'est un poème sur son propre vieillissement, sur le vieillissement de son propre corps. Je vais vous lire un extrait. Alors l'un est en prose, il y a un poème qui est un poème en prose, le premier, Danser sur tes braises, et qui est une allusion au sati, cette coutume hindoue dans laquelle une veuve se jette sur le bûcher de son époux, et c'est plein d'autres choses aussi, mais c'est une allusion aussi au départ à ça. Et le deuxième poème, lui, est en vers libre, comme d'ailleurs les autres recueils d'Ananda Devi aux éditions Bruno Doucet. Je lis un extrait du deuxième, 6 décennies. Un jour sur un pont éventré à Pompéi, au lieu de la mort annoncée, nous avons fait un pacte. Finir comme nos romans. Grandiose chute d'os démantelés, de corps désimbriqués. Lui seul saura m'y tenir, tendant la main et me disant « il est grand temps ». Et je sauterai dans le vide des corps abusés par la brûlure des cendres, je rejoindrai les corps statufiés par le figement de la lave. Je m'inscrirai dans la sérénité anguleuse de ceux pris de pleine lave, par l'ardeur de l'instant et la violence du temps. Je prendrai l'envol de ceux qui n'auront craint ni la distance, ni la chute, ni l'immensité, ni l'éternité. L'incertain n'est-il pas notre nature, l'animal en nous qui rôde sans savoir demain et ses heures, tandis que les règles mesurent précisément la distance d'avec notre chair. Ainsi a-t-il parlé. Et je crois que je vais clore cette vidéo numéro 59 avec ce texte d'Ananda Devi. Il reste quelques livres, mais ça sera pour la 60e.